Beh, buonasera o buongiorno a tutti. Mi vergogno un poco perché adesso prima parla francese su dopo mezzogiorno. Perché giusto appunto ti capito bene, l'affare sono in francese. Ho parlato di Chardin et non si ne può mica parlare semplicemente. Et donc je vais utiliser la langue de Molière pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas proto-historien, je ne suis pas spécialiste de l'âge du bronze de la Corse ou de la Méditerranée. Je suis néolithicien. La seconde raison, c'est que je vais vous présenter un site archéologique. Donc, c'est une chose avec laquelle je suis à l'aise. On peut parler d'unités stratigraphiques, on peut parler de stratigraphie, on peut parler de datation, on peut parler d'un certain nombre d'informations avec moi de manière très précise, mais évidemment, tout ce qui concerne la Méditerranée orientale, je n'ai pas la même maîtrise que les interlocuteurs ici présents et les intervenants de ce matin. Et la troisième raison, c'est que je parle au nom d'une équipe, et en particulier donc d'André Dana, qui était le directeur de recherche sur le plateau de Cahors, et de tous les gens qui ont travaillé sur les statues menhirs, que ce soit des collègues de Bretagne ou des collègues de Méditerranée centrale. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire. De manière un peu convenue, mais ça me semble extrêmement important, remercier les organisateurs de cette journée pour le travail de mise en place, d'accueil. Voilà, donc Jean Castelat, Claudia Christofar, et puis tous les autres que je ne connais pas, que je ne peux pas oublier. Donc, mais les remercier. Et pourquoi c'est pas convenu? Et pourquoi c'est très sincère? Parce que les remercier, parce que c'est une journée de haut niveau. Voilà. Je vais la conclure du mieux que je peux. On pourra discuter ensuite tous ensemble. Mais c'est vraiment une journée de haut niveau, comme il nous en faudrait plus. Et je pense même que ça mériterait une publication numérique, si c'était possible, pour laisser une trace dans la bibliographie. Parce que je pense qu'on a entendu des choses extrêmement importantes. Et je vais d'ailleurs introduire mon propos tout de suite. Si on peut lancer le diaporama. Mais en m'appuyant sur ce qu'a dit Giacomo Cavillier, que je connais depuis un certain temps, mais on se voit peu, on se voit très peu. Un certain temps, ça fait longtemps, vous voyez, doit faire une vingtaine d'années, un petit peu moins, 2005, 2008, voilà. Et rappelez-vous ce qu'il a dit. D'abord, on parle des peuples de la mer au pluriel. Ensuite, on parle des Chardanes, en sachant que c'est une notion complexe qui a une durée, qui a en fait une durée, je dirais pas longue, parce que la durée longue, c'est plusieurs millénaires, mais une durée relativement longue, de plusieurs siècles. Donc ça change au cours du temps. Rappelez-vous aussi ce qu'a dit Giacomo sur la maîtrise des savoir-faire. C'est une chose aujourd'hui, dans un monde où, quasi d'immédiateté, on a un petit peu perdu cette profondeur, mais la maîtrise des savoir-faire est extrêmement importante. Il en a cité au moins deux, que j'ai retenu dans dans ce qu'il a dit en préambule en début d'après-midi. C'est le maniement et l'utilisation des épées longues, voilà, qui requiert un grand savoir-faire et une transmission de ce savoir-faire dans le temps. Et il a parlé aussi en particulier, j'ai retenu, sur l'architecture navale, qui fait intervenir de très nombreuses techniques. Il a parlé des voiles aussi, on oublie souvent d'en parler. Et donc, voilà, tous ces savoir-faire qui ne sont pas nécessairement disponibles ou pas documentés, en tout cas pour la Corse et la Sardaigne, qui sont disponibles et connus et documentés pour la Méditerranée orientale, sont extrêmement importants parce que si vous n'avez pas, je dirais, la société qui va avec ces savoir-faire, même si vous avez le spécialiste, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté, vous n'obtiendrez pas votre embarcation, vous n'obtiendrez pas votre guerrier. Voilà. Alors, sur ces bases-là, vous allez voir que ça va nous guider un peu. Ah oui, une autre chose. Giacomo a parlé aussi de circoncision. Il a parlé aussi de circoncision. Il ne savait pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. Et il a parlé de la circoncision, de la raison majeure de la circoncision, des questions d'hygiène. Il a parlé aussi un peu rapidement de la signification de la circoncision, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe humain bien particulier. Eh bien, on aura certainement dans mon petit exposé à en rediscuter. Donc, la dernière communication de cet après-midi
c'est donc sur le site de Cahors. Je l'ai intitulé, mais avec l'accord d'André Dana, puisque j'ai repris un de ses titres, Trajet des hommes, puisque nous allons parler de personnes, et Itinéraire des symboles. Hein, et vous voyez un petit peu tout de suite la circoncision. On est aussi dans un domaine, je dirais peut-être spirituel, pas vraiment symbolique, mais quand on la représente, elle devient symbolique. Donc vous aviez le site de Cahors, Istantari. On sait qu'à Cahors, c'est un ensemble de monuments mégalithiques. Et là, on va surtout parler du site donc de Istantari à Cahors. Ça, c'est son état carte postale début du XXe siècle. Et ça, c'est un état de fouille intermédiaire dans nos travaux. C'est l'état de fouille de octobre 2007, donc un petit peu ancien. Alors, bon, Cahors, un certain nombre d'entre vous savent où ça se trouve. On est au sud-ouest de la Corse, sur la commune de Sartène. On l'appelle plateau, mais géographiquement, c'est une appellation impropre. C'est une série d'alvéoles de dégradation lente emboîtées. Donc ça a son importance. Et évidemment, Cahors, c'est connu pour le site emblématique donc de Istantari, qui contient des statues menhirs, et pas le plus grand nombre de statues menhirs de Corse, bien sûr, mais les seules statues menhirs que l'on va trouver en contexte archéologique. Et malgré, je dirais, les informations que vous avez entendues ce matin, vous verrez que la fouille archéologique de Stantari, conduite par André Dana et moi, a produit un vrai cadre, un cadre robuste qui permet donc je dirais, d'alimenter la discussion sur l'interprétation et la signification du site, dans la mesure où la structure et la chronologie sont des éléments qui sont définitivement réglés pour Cahors, pour Istantari. Donc, un ensemble, des ensembles mégalithiques sur un espace relativement ouvert qui n'est pas donc un plateau au sens géographique, mais qui est en fait une série d'alvéoles emboîtées avec des points bas d'une alvéole à l'autre, et dans ces points bas, des aquifères qui ressortent en surface et donc qui font soit des écoulements d'eau de surface, donc des petits rues, soit des petits lacs en fait, avec de l'eau plus ou moins pérenne. Et ça existait bien sûr à l'âge du bronze et dans la fin de l'âge du bronze. Alors Cahors, évidemment, comme c'est connu depuis longtemps, il y a tout un historique, des recherches que je ne vais pas vous faire, mais je vous montre bien que ce que nous avons fait s'inscrit donc dans une continuité des recherches archéologiques, et ça c'est très important. Donc, d'abord de savoir que ça a toujours attiré finalement l'attention des savants, mais aussi que nous avons cette conscience-là et que nous nous inscrivons finalement dans un cheminement très long. Alors, principalement, Cahors, c'est connu évidemment par les travaux de Roger Grosjean. Il faut savoir qu'il n'a fait que 2 opérations séparées dans le temps, une en 1964, une en 1968, et que à l'époque de Roger Grosjean, on faisait une fouille archéologique, on restaurait le site et on l'interprétait, si j'ose dire, dans la même journée. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Cahors, Istantari, puisque aussitôt les statues menhirs découvertes, elles sont replantées dans la continuité. On les a trouvées tel jour et 2 jours plus tard, elles sont déjà placées dans un socle en béton et redressées. Alors, ça, ce sont les travaux de Roger Grosjean. Roger Grosjean nous a laissé, on a entendu Alberto le dire tout à l'heure, et certainement vous en avez parlé ce matin, donc nous a laissé la fameuse théorie des Chardane, qui, à la suite du décès de Roger Grosjean, donc restait un peu figé dans le temps. Roger Grosjean est décédé en 1975. Vous verrez, je le dirai tout à l'heure, qu'il a, ou je vous le montrerai tout à l'heure, que Roger Grosjean avait eu conscience que son cadre théorique n'était pas le bon, et qu'il avait commencé à le modifier, à le faire évoluer, mais son décès a figé en fait sa théorie. Les travaux des archéologues corses qui ont continué de travailler sur le mégalithisme ont montré toutes les limites de cette théorie, l'ont donc abandonné, on va dire, au tournant des années 80, des années 90. Il y avait déjà eu des critiques dans les années 70, dès la fin des années 70, Atsegna en particulier avait pointé du doigt le cadre chronologique, un certain nombre d'impossibilités
sur la théorie des Chardanes, mais cette théorie, et Jean, comme responsable pédagogique de la filière guide touristique, vous l'a dit, cette théorie, elle survit quand même finalement dans notre imaginaire collectif corse. Elle survit peut-être de manière marginale, mais elle survit quand même parce que finalement, Roger Grosjean nous a donné un mythe fondateur en quelque sorte, le mythe de la résistance à l'envahisseur, etc., etc. Voilà. Et donc ça survit et on en entend encore parler aujourd'hui. Oui, pardon. En vidéoconférence, d'accord. Voilà, donc, et si, c'était mon dernier point, et si finalement, il était quand même question d'une relation entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, entre l'Égypte de Ramsès, du Nouvel Empire, et la fin de l'âge du bronze en Corse et en Sardaigne, mais particulièrement en Corse, puisque les statues menhirs de Corse, je ne vous l'ai pas dit, mais vous le savez, les statues menhirs de Corse, c'est quelque chose qui n'existe qu'en Corse. Il n'y a pas d'équivalent dans le reste du monde méditerranéen, et donc en fait dans le reste du monde tout court. Il n'y a pas la même chose en Sardaigne. Donc sur l'historique des recherches, ensuite, vous voyez, 20 ans de recherche archéologique avec plein de choses extrêmement intéressantes, évidemment, parce qu'on n'est pas resté 20 ans pour le plaisir. Donc vous verrez qu'il y a de plus en plus de textes, parce que j'ai pensé que c'était assez intéressant de faire un petit peu un point et de vous donner tout de suite, en fait, en quelque sorte, le résultat des travaux. C'est que en 2015, quand André Dana publie cet article dont je vous ai mis quelques extraits, il ne donne pas un scénario qui rend vivant véritablement les sociétés de la fin de l'âge du bronze qui ont produit les statues menhirs. Il va donner un cadre de réflexion, il le dit lui-même, et il explique qu'en fait, le site de pierre dressée de Istantari, mais les autres sites de pierre dressée du sud-ouest de la Corse au moins, qui ont la même architecture et qui contiennent des statues menhirs qui d'ailleurs présentent les mêmes caractères anatomiques et vestimentaires et les armes, sont donc dans la même chronologie et sont certainement quelque part la même chose. Ce sont en fait certainement des sanctuaires qui deviennent des lieux d'expression d'un pouvoir, donc d'une société qui a une forme d'organisation. Voilà. Et s'il y a un pouvoir, il y a des hommes qui incarnent ce pouvoir, et c'est là, si vous voulez, que la question de la reconnaissance par des navigateurs venus de Méditerranée orientale et qui arrivent sur les côtes de Corse, déjà comme on parlait du Valine, les bateaux qui peuvent accoster sur une plage de sable, il y a donc des gens qui vivent, peut-être des villages perchés, fortifiés, mais une organisation sociale. Et il se peut que les Mycéniens aient reconnu dans cette forme d'organisation sociale une organisation sociale proche de la leur. Voilà. Et si les statues menhirs, si les sites, en tout cas, on n'est pas encore dans les statues menhirs, mais si les sites représentent des lieux de pouvoir, et s'il y a des personnages qui incarnent ce pouvoir, sans que ça soit des sociétés palatiales, ça peut être malgré tout des sociétés à chefferie aristocratique. Et ça, c'est très important parce que les échanges que font les Mycéniens, ils les font avec des gens qu'ils reconnaissent comme étant leurs égaux en quelque sorte. C'est pas leurs égaux, ils vivent pas du tout de la même façon. Les Mycéniens savent produire des épées à lame longue. Les Mycéniens ont des bateaux, naviguent sur la mer. C'est probablement pas le cas en Sardaigne et en Corse à la fin de l'âge du bronze. Mais néanmoins, l'organisation sociale qui existe à ce moment-là, qui se traduit matériellement dans les sites de pierre dressée à statues menhirs armées, eh bien, cette organisation sociale, elle est certainement reconnue par les Mycéniens comme un équivalent de la leur. Et donc, on peut commercer. Et si on reprend ce que disait Michel Gras, ça remonte au milieu des années 80, ça fait 40 ans, c'est un peu ancien. Mais si on reprend ce que disait Michel Gras, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les princes mycéniens qui font les échanges, qui font le commerce, et qu'ils forcent le commerce, soit par des coups de main, on retrouve des notions de piraterie là-dedans, soit en prenant des otages.
Et une fois que les relations sont établies, ensuite, vous ne prenez pas nécessairement les otages de force. On le sait très bien dans les sociétés historiques beaucoup plus tardives qu'on donne des enfants en otage. Voilà, ce sont des gages. Ce sont des gages. Et ces enfants sont élevés ensuite à la mode mycénienne, parce qu'ils sont avec les princes mycéniens. Alors peut-être pas à la cour de Tirynthe ou enfin dans le palais de Tirynthe ou dans le palais de Mycène. Peut-être chez des cousins, chez des petits neveux des princes mycéniens. Mais ils y sont quand même et ils vivent à cette mode-là. Et donc là, par contre, les apprentissages dans le maniement des épées, le mode de vie, je dirais grec de cette époque-là, eh bien, ils l'intègrent. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de ce que je vous dis. Il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. On n'a pas, par exemple, un squelette trouvé dans une tombe de l'âge du bronze en Corse, de la fin de l'âge du bronze, qui nous dirait, par l'analyse, par la racémisation des acides aminés et le calcul d'état 13, qui nous dirait, voilà, cet enfant-là, en fait, il n'est peut-être pas né en Méditerranée orientale, mais il a vécu dans tel type de substrat, il a mangé tel type de nourriture qui est celle des Grecs archaïques, des Mycéniens du XIIIe ou du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Bon, alors évidemment, les fouilles archéologiques, oui, c'est bien, on a remué beaucoup de terre, on a trouvé des stratigraphies. Donc, comme je vous disais, on a pu produire un cadre robuste où on a les bons vestiges archéologiques, donc de la céramique, on a des sols archéologiques partiellement conservés et des datations associées à ces vestiges archéologiques, à ces sols, qui marchent avec les statues menhirs, qui elles-mêmes portent des armes, et on sait qu'on est, grosso modo, entre le XIVe siècle et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a des datations un peu plus précises, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais on est dans cette tranche de temps, et ça, c'est vraiment un cadre extrêmement robuste. Bon. Les fouilles, rapidement, pour que vous sachiez que les sites que vous voyez, en fait, c'est juste ce qu'il en reste, hein, puisque s'il y a une quarantaine de monolithes visibles aujourd'hui à Renadio, il y en a au moins 178 qui sont recensés après la fouille archéologique. Et pareil, s'il y en a 21 ou 23 visibles à Stantari, il y en a donc au moins 115 qui ont été trouvés au cours de nos fouilles. Donc, les datations, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais grosso modo, pour la phase 4 de Stantari, qui est la phase qui contient les statues menhirs et les stèles armées, donc les deux statues menhirs, Kaoria 2 et Kaoria 4, et les 4 autres stèles armées, c'est grosso modo entre, à 2 sigma, la fin du XVe siècle et la fin du XIe siècle. Voilà. Si on veut étaler les datations, si on fait pas de bayésien, si on va un peu sur des modélisations statistiques, on va vraiment réduire l'écart type entre, grosso modo, 1250 et 1100 avant Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la date de construction. On va dire 1250, on peut retenir comme la date d'édification de cette partie du site de Stantari qui contient les statues menhirs et les stèles armées, parce qu'à Stantari, il y a une longue évolution, et c'est à la fin de cette évolution qu'on voit l'apparition des statues menhirs. Il y a des choses plus anciennes, dans le bronze moyen, dans le bronze ancien, etc. Il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui sont transformées. Voilà. Et donc, la transformation finale du site lui donne une apparence très différente de ce que vous pouvez voir sur le terrain. Donc, il y a vraiment une scénographie avec des gradins. Les statues menhirs armées sont celles qui sont sur les gradins les plus hauts. Les stèles armées sont sur les gradins les plus hauts, les gradins intermédiaires. Et entre, il y a des espaces, il y a même des espaces de circulation qui sont vraiment bien organisés avec des gravillons qui sont apportés, qui sont triés, etc., etc. C'est pour ça ça autorise à parler de sanctuaire. Donc, sur la chronologie, voilà, comme je vous disais, c'est une chronologie longue, puisqu'il y a les deux sites de Renadio et de Stantari. Donc, nous, on s'intéresse surtout à la période finale, hein, avec les 6 monolithes armés. Il y en a un à Renadio, je vous le montre rapidement en éclairage naturel, en éclairage rasant. On voit que c'est une stèle avec une épée en position verticale à lame longue. Malheureusement, on ne voit plus la poignée. Et puis, donc rapidement, donc la distribution du site, vous voyez, tant pis, mais vous avez quand même ici un grand parement qui retient les terres
Et c'est derrière ce parement que les statues menhirs sont implantées. Donc vous avez vraiment une disposition en gradin qui est même très soignée. Hein. Il y a des gros blocs à face verticale et presque en carreau qui sont à la base. Et par-dessus, on a des assises versées. Elles ne sont pas conservées, mais c'est des assises de petits blocs qui sont plutôt posés à l'horizontale. Donc en plus, il y a certainement une esthétique dans l'architecture du site. Alors, les stèles et les statues menhirs les plus connues, hein, donc, qui sont représentées ici. Il manque Kaoria 8 qui est au musée à Sartène et Kaoria 6 qui est très effacée, que j'ai pas mis ici en photo parce que c'est une stèle avec une épée aussi, mais elle est complètement effacée. Voilà, donc il y a 4 sur 6 que je vous montre rapidement. Donc les deux statues menhirs, les deux statues menhirs, ça c'est la face qui est vers l'est, sont des guerriers. Voilà, ce sont des guerriers barbus qui ont la bouche ouverte, qui ont les mains plaquées le long du corps mais avec les doigts écartés, qui sont certainement donc en position de cérémonie. C'est pour ça peut-être que les épées sont en position verticale. Hein. Il y a des statues menhirs qui portent des épées en position oblique, donc peut-être en position fonctionnelle. Ou de mouvement. Là, on a vraiment l'impression qu'elles sont suspendues. Donc, il y a même des baudriers qui les suspendent. Donc voilà, des personnages qui sont différents, deux visages très différents, bouche ouverte tous les deux, certainement donc avec des casques, les bras bien sûr le long du corps, mais avec les mains écartées, c'est peut-être le plus important, les doigts écartés. Voilà, ça c'est pour la face. Donc au soleil levant, la face orientale, c'est la face qui est celle du guerrier. Bon, évidemment. Le dos des statues menhirs est connu depuis longtemps, c'est porté dans la littérature. Il y a un aspect phallique. Voilà. Mais en fait, cet aspect phallique, déjà, il est mentionné. De partout où j'ai pu le lire, il est toujours mentionné. Oui, c'est une verge en érection, voilà, pour faire simple. Hein, voilà. Mais c'est tout ce qu'on dit. Au mieux, c'est tout ce qu'on dit. Donc déjà, on ne décrit pas. On ne décrit pas pourquoi c'est vraiment phallique, voilà, comment c'est phallique, voilà. Et ensuite, ce caractère implicite, eh bien, on ne l'explicite pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à savoir qu'est-ce qui peut signifier. Voilà. Alors oui, on va aller chercher des explications, on va dire, sur la terre, le ciel, la reproduction. Enfin voilà, je veux bien. Enfin les grands mythes pan-méditerranéens qu'on retrouve après dans les sociétés gréco-romaines de l'Antiquité. Bon, il y a peut-être de ça, mais si on en revient aux détails qui sont portés sur les statues menhirs, et donc sans faire trop de blabla, en réalité, il y a suffisamment d'éléments d'observation pour discuter de la possibilité que ce soit des verges circoncises. Voilà. Donc, je vous l'ai écrit là, on constate sans équivoque qu'entre le fût et la hampe et la tête et le gland, il y a une absence de représentation du prépuce, qu'il soit tendu ou replié. Voilà. Donc le prépuce, il est par ailleurs, il est même extrêmement détaillé sur des statues masculines, alors certes de début de l'âge du bronze ou du néolithique, mais quand on veut le représenter, on le représente. Et donc là, il n'y est pas. Et ça constitue un argument en faveur de représentation de verges circoncises. Voilà. En cas de circoncision, le gland du pénis est visible en toutes circonstances, en repos ou en érection. Lors d'une érection, le sillon balano-prépucial ou col du gland est systématiquement visible. C'est exactement le cas sur toutes les statues menhirs de Corse, quoi. Voilà. Si la circoncision a lieu à l'âge adulte, l'acte reste visible puisqu'il y a des sutures cicatricielles et un aspect différencié de la peau sur le corps du pénis. Chez les jeunes enfants, il y a une kératinisation qui fait que en fait, les traces disparaissent. Voilà. Et évidemment, quand on prend d'autres statues menhirs et qu'on regarde cette hypothèse de verges circoncises, eh bien, par exemple, sur Philitosa 9, on va retrouver un certain nombre de détails qui sont identiques à ceux de Kaoria 2 et de Kaoria 4. Voilà. Et même dans la partie C, vous voyez, une distinction est bien faite entre la partie distale du corps du pénis et sa partie mésiale. Cela correspond aux sutures cicatricielles et à l'aspect différencié de la peau suite à la circoncision. Voilà. Alors, ça va un petit peu loin, mais ça mérite au moins d'être posé.
Alors, j'ai continué un petit peu de travailler avec André Dana sur ces questions-là. Si on retient ces observations, organisées de cette manière-là, eh bien, évidemment, ça fait penser à une circoncision faite à l'âge adulte. Si on a une ablation annulaire en plusieurs temps, c'est une méthode chirurgicale plus longue à pratiquer. Voilà. Et évidemment, c'est des scènes de circoncision, on n'en a pas ailleurs qu'en Égypte, comme pour cette période-là, en tout cas représentée. Voilà. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure. On s'est pas mis d'accord, mais tu en parlais tout à l'heure. Donc voilà. Donc évidemment, d'un coup, petit passage par l'Égypte du Nouvel Empire. Ou plus ancienne, parce que la 6e dynastie c'est plus vieux quand même, voilà. Mais on voit que la circoncision c'est quelque chose non seulement qui est figuré, mais aussi on a donc les images d'avant, on a les façons de quelque part de pratiquer la circoncision en Égypte. Donc, d'une manière synthétique, on a des statues menhirs qui se tiennent debout, mains sur les hanches, qui sont armées, les épées sont portées sur la poitrine et sont maintenues au moyen d'un baudrier. Elles sont vêtues. Dans la partie basse, il y a des vêtements. Ce sont des hommes barbus et qui ont la bouche ouverte. Mais finalement, de dos, ce sont aussi des verges circoncises, probablement à l'âge adulte, avec une technique chirurgicale complexe, connue essentiellement par les sources égyptiennes. Donc, quel est finalement donc vous voyez les casques à cornes, ça c'est la photo de Roger Grosjean, j'ai pas résisté à la mettre, c'est une diapositive un peu sale, mais je trouve qu'elle est très touchante en quelque sorte. Voilà, donc on considère aujourd'hui que oui, pourquoi pas des casques à cornes, puisque finalement les guerriers de l'âge du bronze avaient des chefs cornus sur la tête. Et donc la question c'est pourquoi ces verges sont circoncises ? Pourquoi ces verges sont circoncises ? Quelle est finalement, si on veut aller un peu plus loin, la raison pourquoi avoir des verges circoncises ? Alors, évidemment, la verge et le guerrier, c'est le même personnage. C'est ce qu'on appelle une synecdote. Vous représentez juste la femme par la vulve ou l'homme par la verge. C'est vraiment ce qu'on appelle une synecdote. Voilà. Mais néanmoins, si ces guerriers sont circoncis, qu'est-ce que ça implique ? Désolé pour les textes, mais comme ça nous laisse, parce que là j'arrive à la conclusion, moi aussi ça me permet d'avoir quelques données sur lesquelles s'appuyer, puisque si on veut essayer de produire une hypothèse un peu dynamique, on a des organisations sociales à la fin de l'âge du bronze qui sont très différentes, évidemment, de celles qui existaient auparavant. Il y a toute une évolution qui est relativement bien documentée, qui amène à cette organisation sociale, qui est donc une organisation sociale avec des guerriers, et probablement des guerriers qui sont au sommet de la pyramide sociale. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on peut s'accorder à titre d'hypothèse. Et évidemment, c'est la même chronologie que le grand mouvement des Mycéniens qui ont déjà conquis l'île de Crète, qui se déplacent dans toute la Méditerranée orientale et qui se déplacent aussi en Méditerranée occidentale, puisque peut-être qu'en Balagne, sur un site fouillé anciennement par Michel-Claude Weiss, il y a quelques fragments de céramique mycénienne. En tout cas, il y en a dans des nouragues du sud et du nord-ouest de la Sardaigne. Et que si ce sont bien les Mycéniens qui pratiquent l'échange et le commerce de manière forcée ou pas, ça veut dire que ce sont les Mycéniens qui sont venus. Ce ne sont pas des commerçants, des navigateurs X, Y qui ont acheté de la poterie mycénienne aux Mycéniens et qui l'ont apporté en Sardaigne. Ce sont les Mycéniens eux-mêmes qui l'ont amené. Donc, il y a des relations directes entre les Mycéniens et les sociétés corses de la fin de l'âge du bronze, et même donc les gens, les hommes, des personnages, pas forcément eux-mêmes, mais leurs enfants. Il n'est pas impossible que, par intérêt, à cause, on sait qu'il y a aussi
montée démographique extrêmement importante à la fin de l'âge du bronze. La multiplication des sites en est une des preuves. Il n'est pas impossible que des gens soient partis volontairement avec les Mycéniens de Corse et de Sardaigne. Parce qu'on parle de la Corse, mais ça marche à peu près, ça pourrait marcher à peu près pareil en Sardaigne. Ça n'a pas laissé les mêmes traces, tout simplement. Voilà. De leur plein gré, donc, ou pas de leur plein gré. De toute façon, ça représente quand même des contingents qui sont relativement limités. On parle peut-être de quelques dizaines d'individus par campagne de navigation. On parle peut-être de quelques centaines d'individus pour un siècle. C'est vraiment très très peu de choses. Néanmoins, il y a de véritables potentialités pour que des Corses soient partis avec les Mycéniens jusque en Méditerranée orientale. À un moment donné où effectivement, il y a un affaissement des cités-États, il y a un affaiblissement du pouvoir de Pharaon, et donc il est plus facile, dans un premier temps, comme le disait Giacomo, de mener des coups de poing. Voilà. Parce qu'en fait, ça peut commencer dès le XIVe siècle, dès le XIIIe siècle, tout ça. Et donc, il n'est pas du tout à écarter comme idée, comme hypothèse, que des petits groupes se soient même implantés en Égypte, étaient enrôlés par Pharaon. Voilà. Et que donc dans les Chardana, il y a probablement des Corses. Et il n'est pas du tout impossible que quelques-uns soient revenus, un peu comme des figures de condottières. Alors c'est très intéressant ce qu'a dit Giacomo, parce que c'est pas le chef militaire des Chardana qui est revenu en Corse, c'est probablement un soldat, peut-être le moins pauvre, peut-être celui qui a survécu, mais qui est revenu avec ses longues épées, qu'on ne retrouve pas archéologiquement en Corse, et qui est revenu avec, certes, des savoir-faire, mais un prestige surtout. Un prestige qui lui est propre. Voilà. Et aussi, cette possibilité, s'il était avec Pharaon, et s'il est resté assez longtemps, et s'il y avait d'autres gens avant lui, pensez à la garde papale, c'est pas un événement ponctuel, ça se fait sur des dizaines d'années, ça se fait sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc il n'est pas impossible qu'il ait ramené avec lui aussi la pratique de la circoncision, qui le rend tout à fait unique au sein de sa propre société. Du coup, il est un petit peu normal ensuite de retraduire dans la statuaire ces caractères qui en font vraiment un personnage quelque part hors du commun, quoi. Voilà. Donc je pense que par le biais des statues menhirs, on peut effectivement rentrer un petit peu plus sur les questions de pourquoi il y a eu effectivement ce phénomène particulier qui n'existe donc qu'en Corse. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.